Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Merci aux collègues, merci aux étudiants qui sont là à nouveau, aux personnes du public aussi. Gwenaël et moi tenons à remercier l'UNC pour le prêt de l'Amphi 80, bien sûr. Ça, c'est quand même un privilège de pouvoir faire cette petite journée dans cet amphi qui est assez rarement disponible. On voudrait remercier aussi la com pour nous avoir, cette fois-ci, longtemps à l'avance, avoir prévenu tout le monde et avoir fait la communication de ce colloque. Au passage, vous aurez remarqué cette magnifique photographie édifiante de le personnage au centre, en fait, barbu, et le peintre Gaston Goulet, qui vient en 1889 en Nouvelle-Calédonie. C'est un apéro en brousse dans la forêt de la Sioux à Canala. Voilà, ça nous a semblé bien à propos pour lancer cette journée. Et puis on voudrait aussi remercier la cellule Dune qui fait les enregistrements, Nicolas là-bas à l'arrière, qui à chaque fois en fait finalement est présent, et quelque part par leur assiduité, eh bien ils connaissent presque mieux que les membres de l'équipe les thématiques sur lesquelles elles travaillent. Donc ça, c'est à souligner. Alors c'est le dernier séminaire de l'équipe Troca pour l'année 2022. C'est une année qui a été un peu fructueuse. On a parlé du cannibalisme en Tasmanie, on a parlé de l'histoire de la société du tour de côte avec Franck Juanes qui est là, l'archéologie du corail, les essais nucléaires, la posture de l'anthropologue, enfin tout un tas de thématiques diverses, et aujourd'hui donc l'histoire de l'alcool. Et donc ça indique quand même une certaine vitalité, une certaine diversité des champs de recherche des membres de l'équipe, des chercheurs extérieurs et des doctorants qui nous ont fait donc le plaisir de participer à ce séminaire, et des doctorants extérieurs aussi. Le dynamisme de l'équipe, il se montre pas seulement donc à la production scientifique, que c'est parfois un petit peu aride, mais aussi finalement à sa capacité à proposer comme ça des espèces de points d'accroche scientifiques qui sont un peu innovants et qui sont porteurs tout à la fois. Et ça nous permet de solliciter des collègues extérieurs pour qu'ils apportent leur expertise. Donc je remercie les collègues locaux ou non qui, du coup, tout au long de cette année ont été force de proposition, de critique, et ont fourni des travaux assez éclairants tout au long de l'année. On a aujourd'hui en fait l'opportunité de poursuivre un travail qui avait été engagé par Gwenaël l'année dernière par l'angle des archives judiciaires et qui concerne l'alcool. Alors Gwenaël avait animé en fait à ce propos un séminaire donc l'an passé, et ce séminaire avait été riche de discussions et ça avait ouvert d'une part les yeux des collègues, et ensuite surtout des potentialités de développement de ce sujet bien au-delà des archives judiciaires stricto sensu. Donc il vous en parlera dans un instant, mais à titre d'administrateur provisoire de l'équipe, je suis personnellement très content qu'un séminaire ponctuel de 2021 finalement serve à nourrir une journée d'études. C'est une demi-journée bien chargée, et elle s'annonce riche. Et donc je remercie les intervenants qui vont prendre la parole, et j'espère susciter des questions pour vous. Dans l'ordre, on va avoir l'intervention de Véronique Larcade, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Polynésie française, qui vient parler justement de l'introduction, de la circulation et de la fabrication de l'alcool, principalement à Tahiti, jusqu'aux années 1850, donc au premier temps du protectorat. Ensuite, on aura la présentation de Franck Juanes qui est là, qui est doctorant en histoire au Credo EHESS, et qui va nous parler donc des 50 premières années du négoce d'alcool en Nouvelle-Calédonie. Pierre Noël ensuite interviendra en visioconférence également, comme Véronique. Il est doctorant en histoire à l'université Paul Valéry à Montpellier, sur la législation coloniale sur l'alcool aux Nouvelles-Hébrides, donc jusqu'en 1945. Et ensuite, un individu va vous parler d'alcoolisme au bagne de la Nouvelle-Calédonie. Je sais pas qui c'est. Ensuite, Raphaël Galinier, qui est étudiante en M1, va nous présenter aussi un travail qu'elle a effectué en fait l'année dernière sur une étude du docteur Collin, qui était médecin des troupes coloniales à Nouméa, qui s'appelle Un contingent d'intoxiqués. Et enfin, on repassera en visio pour une présentation de Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie à l'université, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, sur justement l'alcoolisme dans les écrits de Maurice Lénart, et donc cette grande question de la tempérance et dans l'action protestante. Donc je vais maintenant laisser la parole à Gwenaël pour la part un peu plus scientifique de l'introduction, et je vous souhaite une excellente après-midi à tous. Merci. Merci Louis. Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors,
des remerciements et des excuses d'avance, hein, comme ça ce sera fait. Des remerciements d'abord de votre présence cet après-midi. Pour certains, ce sont des vacances. Pour d'autres, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et donc, vous prenez du temps pour venir écouter ces interventions. Et je vous remercie des excuses d'avance parce que on va avoir 3 interventions sur 6 qui seront théoriquement en visio. Louis et moi sommes des grands spécialistes, hein, de la technique de visio. Donc, on va faire ce qu'on pourra et ce qu'on saura faire. Mais peut-être il y aura quelques petites failles dans le timing, je ne sais pas trop. Voilà, alors, donc vapeur coloniale, alcool et société dans l'Océanie francophone depuis le 19e siècle. Comme l'a précisé Louis à l'instant, c'est en fait l'idée d'un chantier en cours que nous souhaitons présenter. Chantier en cours qui a commencé depuis l'année dernière avec un certain nombre de collègues. La moitié à peu près de ceux qui travaillent sur ce sujet interviennent aujourd'hui. Les autres interviendront peut-être plus tard, peut-être qu'on fera encore une demi-journée ou une journée sur ce thème-là, avec l'idée de produire un ouvrage collectif à l'issue de ce travail et peut-être encore plus de choses. Alors, en guise d'introduction, un peu générale, je dirais que d'un côté, et depuis la fin du 19e siècle, nul ne conteste que l'alcoolisme ne soit un fléau, que sa consommation régulière, la consommation régulière de boissons alcoolisées entraîne l'addiction, et que cette addiction s'avère dramatique dans de multiples domaines. La santé, les relations familiales, les violences, l'insécurité routière, l'image que l'on renvoie aux autres, la qualité du travail qu'on peut fournir, ou encore les comptes publics. Mais d'un autre côté, l'alcool est omniprésent. Il est incontournable finalement dans tous les moments de sociabilité de la vie, dans les fêtes de famille, dans les célébrations d'un succès, dans des retrouvailles, dans des soirées étudiantes, mais pas que étudiantes, ou amicales, et cette surconsommation à laquelle finalement presque tout le monde s'est adonné à un moment ou à un autre, je ne parle pas d'alcoolisme chronique, hein, mais une petite surconsommation d'alcool comme ça, eh bien fait rarement l'objet de honte ou de silence, au contraire. C'est quelques faits de gloire plus ou moins bien racontés selon les souvenirs qu'on en a par la suite. Attention, je ne prends pas la voix d'un mormon ou d'un pasteur en train de prêcher contre l'alcool, hein. J'essaye de faire une introduction. Trop boire, c'est un délit judiciaire, pas assez boire, finalement, c'est un délit social. Il faut déplorer l'ivrognerie, mais une soirée bien arrosée devient un souvenir joyeux. Voilà, ce paradoxe culturel qui est une sorte de schizophrénie sociale un peu généralisée. Peut-être qu'il trouve ses racines dans l'explosion du commerce des alcools à partir des doux efforts, à partir des années 1870-1880, concomitante à la seconde expansion coloniale, en particulier autour de la fameuse fée verte, l'Artemisia absinthium, plus communément appelée l'absinthe. C'est un alcool consommé entre 45 et 72 degrés, il faut y aller quand même, 45 et 72 degrés, qui a été popularisé par les militaires pendant la conquête de l'Algérie, sous prétexte qu'ils tuaient les microbes, ça on ne remet pas en question, et qui devient rapidement la boisson toxique la plus consommée, y compris dans les îles d'Océanie à l'époque coloniale, comme le rapporte par exemple Isabelle Merle dans son ouvrage sur l'indigénat. Je la cite, « Il n'est pas exagéré d'affirmer que dans la Nouvelle-Calédonie coloniale, l'alcool coule à flot, l'absinthe, le vermouth, le rhum, le cognac, la bière et évidemment le vin arrivent par barriques entières dans le port de Nouméa et se déversent sur la population. Blanche ou noire, libre ou transportée, noyant littéralement les plus fragiles, ceux qui désespérément tentent d'échapper à un quotidien insupportable. » Isabelle Merle cite des chiffres précis. En 1894, pour 68 000 habitants, plus de 6 000 caisses d'absinthe, 1 700 caisses de vermouth, 40 000 litres de rhum, 110 000 litres d'alcool, 103 000 litres de bière sont déversés sur l'archipel. On a les chiffres pour la France, c'est pas mieux, c'est même encore au-dessus en fait, en termes de quantité. Alors l'absinthe, elle sera interdite en 1915, y compris en Nouvelle-Calédonie, mais le mal est fait en quelque sorte. C'est-à-dire que l'habitude de la consommation excessive de l'alcool fort s'est répandue aux colonies, malgré la prohibition qui frappe tous les non-européens. En 1903, en Nouvelle-Calédonie, tous les non-européens sont interdits d'alcool. Et selon un processus peut-être décrit en toute simplicité par le médecin militaire Léon Collin, que vous avez en photographie ici, dont on reparlera cet après-midi. Léon Collin, qui est médecin militaire en Nouvelle-Calédonie, entre 1910 et 1913, et qui rédige le compte-rendu d'une inspection sanitaire aux îles Loyauté, qui se trouve en ligne sur le site Criminocorpus. Alors voilà comment il parle de l'alcoolisme lorsqu'il visite l'île de Maré. Je cite le texte qui est ici. « Si la plupart des Maréens ont gagné en civilisation pendant leur séjour en Nouvelle-Calédonie, discours colonialement correct, certains en ont rapporté de funestes habitudes, contraires aux
contracté au contact des marins et soldats coloniaux rencontrés dans les bars de la capitale. Aujourd'hui, malgré les mesures prises par l'administration pour empêcher l'introduction d'alcool dans les îles, beaucoup continuent à s'enivrer d'une façon scandaleuse. La création de sociétés de tempérance, auxquelles les NATA les obligent à participer, est une des bonnes œuvres de la mission protestante de la Nouvelle-Calédonie. Alors, un fil intéressant qui est retracé par le docteur Collin ici, l'exploitation des ressources coloniales, des ressources minières, a entraîné l'engagement de nombreux loyalciens dans les mines de la Grande Terre, qui se sont donc absentés plusieurs mois, enfin c'est le processus du travail engagé, qui se sont absentés plusieurs mois, voire plusieurs années, de leur île d'origine, et auraient contracté des habitudes dites européennes, dont la consommation d'alcool. Une fois revenus, ils importent avec eux cette addiction et répandent l'alcoolisme là où il n'existait pas auparavant. Le fil semble simple et plausible, même s'ils demandent, et c'est une des discussions qu'on a eues juste avant avec 3 personnes qui sont dans le public, ils demanderaient à être documentés, mais il peut l'être, pour l'instant ça demande à être documenté, mais il peut l'être, c'est-à-dire je parle de l'alcoolisme en tribu, qui reste un angle mort pour l'instant dans beaucoup de documents. En août 2021, j'avais présenté les résultats, Louis en a parlé tout à l'heure, d'une longue enquête dans les archives judiciaires sur la répression de l'ivrognerie en Nouvelle-Calédonie à l'époque coloniale. Et un constat évident s'était imposé en comparant les procédures des années 1880 à celles des années 1930. En fait, en un demi-siècle, le niveau de tolérance sociale à l'alcool avait considérablement augmenté. De circonstances aggravantes, l'ivresse était devenue circonstance atténuante dans les procédures judiciaires. Et il semble que ce soit à ce moment-là, dans l'archipel comme en métropole, que le regard sur l'alcoolisme ait changé. La boisson, à ce moment-là, début XXe siècle, est devenue progressivement la conséquence d'une conjugaison de facteurs: misère, hérédité, conditionnement social, ennui. Et, alors là, je vous parle vraiment des procès que j'avais étudiés l'année dernière. Les meurtres qui sont perpétrés sous l'emprise de l'alcool ne mènent plus en fait à la condamnation capitale, ni même à la perpétuité, et l'alcool est pris comme une circonstance atténuante, contrairement aux décennies précédentes. Le mal était pourtant connu et dénoncé avec toutes ces dérives possibles quant aux relations sociales et familiales, comme nous le montrent des dessins qui sont parus dans le numéro 288 du célèbre journal satirique L'Assiette au beurre, le 6 octobre 1906. C'est en ligne sur Gallica, c'est une mine. Dans son éditorial, le docteur Rubinovitch, j'ai vérifié, c'est pas un pseudo, le docteur Rubinovitch énumère les méfaits de l'absinthe et la démolition de l'ordre social qu'elle entraîne. Mais il conclut, fataliste, c'est l'extrait que vous avez en haut à droite, à gauche c'est la couverture de ce journal satirique du 6 octobre 1906, donc à droite vous avez la conclusion. Toutefois, pour ne pas blesser la susceptibilité bien connue de ces grands-ducs de la République, qui n'aiment pas qu'on médise de leur florissante industrie, l'alcool, il est recommandé à tous ceux qui se meurent d'alcoolisme de pousser ces cris réconfortants: vive l'alcool, vive l'absinthe, vive les poisons nationaux. Il n'a pas forcément tort, le docteur Rubinovitch. Regardez en dessous ici, c'est un extrait de La France australe de juin 1935. Et sur cet extrait, on a quelqu'un qui passe au tribunal correctionnel le 12 juin 1935. Il s'appelle Chevalier, c'est un libéré. Et il a été pris en flagrant délit d'ivresse sur la voie publique. Il est condamné à 15 jours de prison, sauf que comme excuse, il a expliqué que s'il était ivre aussi rapidement et aussi facilement, c'est parce que le vin que l'on vendait à Nouméa était de mauvaise qualité. Alors ça, c'est pas bien de dire ça, puisque vous voyez le paragraphe qui est en bas, la corporation des marchands de vin Nouméa devrait l'attaquer et lui demander 5 000 francs de dommages et intérêts pour son affirmation calomnieuse. Donc il risque plus en fait, en critiquant la qualité du vin qu'en s'enivrant sur la voie publique. Et ça illustre bien finalement ce refus, cette censure qui est faite sur les excès d'alcool et sur la qualité de l'alcool qui nous est présenté dans L'Assiette au beurre. Même si c'est un journal métropolitain, L'Assiette au beurre fait toute une série, alors je ne les ai pas toutes mises, il y en a une quinzaine, fait toute une série de caricatures qui montrent les méfaits de l'alcool. Vous ne pouvez pas lire les légendes, mais à gauche, c'est « on ne sait pas ce qu'on fait quand on est sous », dit l'ouvrier dépité en regardant le ventre arrondi de son épouse. Ou bien à droite, « si je l'ai connu Apollon, un costaud celui-là, capable de prendre 15 absinthes de suite ». À gauche, « pourquoi avez-vous tué votre femme, monsieur le président? Je sais pas, j'étais sous ». À droite, « mes petits malheureux, t'es sous, et Papadon qui s'est cassé la gueule dans l'escalier ». Alors on a tout, en fait, vous voyez. Banalisation, misère, grossesse non désirée, objet de vantardise, féminicide, prostitution, maladie vénérienne, ça c'est dans les autres illustrations, violence familiale, sont déjà dans des illustrations d'un journal satirique de 1906. Un siècle plus tard, la consommation excessive d'alcool reste un problème majeur
dans de nombreuses sociétés insulaires, postcoloniales. Elle s'inscrit dans une réalité qui est mesurée. Alors je redonne des choses que j'avais données l'année dernière en introduction, mesurée par exemple par le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'issue d'une enquête qui avait été menée à sa demande en 2017. Il avait été constaté un taux d'interpellation pour ivresse sur la voie publique 50 fois supérieur à celui de la moyenne française, un résultat qui avait marqué les esprits en fait en 2017 et poussé au durcissement de la législation sur la vente d'alcool. Selon cette même enquête, la surconsommation d'alcool en Nouvelle-Calédonie était à l'origine des 4/5 des délits, des 4/5 des situations de violence conjugale, des 4/5 des cambriolages, des 4/5 des interpellations de mineurs pour faits de délinquance et des 9/10 des morts sur la route. 2 ans plus tôt, en 2015, l'Agence de santé sanitaire calédonienne avançait le chiffre de 59% des adultes qui boivent très régulièrement de l'alcool et 12% de façon qualifiée addictive. Des constats qui entraînent une présentation parfois complètement désastreuse dans les médias métropolitains, comme l'Express, qui ne fait pas dans le détail, du 12 décembre 2017, qui qualifie la Nouvelle-Calédonie de territoire ivre de ses abus d'alcool. Bon, les mauvais jeux de mots, c'est pas grave, on est habitué, mais par contre, c'est la photo, d'illustration qui m'avait beaucoup interpellé, parce que je ne suis pas sûr que cette famille présente un quelconque danger, mais je ne suis pas sûr non plus qu'elle ait été choisie par hasard. Alors, une telle préoccupation sociale majeure, récurrente, et qui semble insoluble, ne sommes-nous pas finalement tous résignés à la présence de l'alcoolisme et à l'absence de solution face à ce fléau? Pose question aux chercheurs. Pour un historien, la première question qui se pose, elle est généalogique, évidemment. D'où vient l'alcool? À quel moment est-il devenu un problème de société reconnu et identifié comme tel? Quels ont été les moyens qui sont mis en œuvre pour freiner la culture de l'ivrognerie? En Nouvelle-Calédonie, Alban Bensa, il avait estimé pour sa part qu'en se fiant aux traditions orales et aux gravures, que sa diffusion dans la population kanak se situe à partir des années 1850 et des débuts de la conquête coloniale française. Il y a aussi le récit de la mort de John Williams, qui est rapporté par Raymond Lénart en 1839 à Héromango, je cite. John Williams tombait sous les saguets des indigènes d'Héromango qui, par le meurtre d'un blanc, pensaient se venger des marchands de bois de santal, d'alcool et de femmes. L'alcool semble donc déjà avoir perverti une partie de la population du Vanuatu dans la décennie 1830. Il y a aussi une diffusion de l'alcool qui se fait par la nécessité de purifier l'eau de boisson pour éviter les maladies. On a l'exemple rapporté par le père Gilibert, présent en Nouvelle-Calédonie de 1858 à 1891, et qui explique qu'il devait faire des alambics dans ce but-là, faire du vin et du cidre avec des pommes du pays. Bon, il semble bien, pour faire simple, que la diffusion massive des alcools européens dans les îles océaniennes s'est avérée concomitante des débuts de la colonisation, mais ça, on va le voir aussi avec Franck, on le verra tout à l'heure après cette introduction avec Véronique. Du côté de la métropole, comme l'a démontré Didier Nourisson, dont je vous ai mis la couverture d'un de ses ouvrages ici, principal spécialiste Nourisson, spécialiste de l'alcool, spécialiste de l'histoire des addictions. Je m'appelle Murphy, donc je peux me moquer des noms des autres. Le spécialiste de l'histoire des addictions, la France sort d'un 19e siècle qui est marqué par un débat entre la représentation traditionnelle de l'alcool comme une simple volonté du buveur, un loisir, une faiblesse, et la vision défendue par les ligues de tempérance nord-américaines. Les ligues de tempérance nord-américaines se sont fondées dans la lignée d'un nommé Benjamin Rush, médecin nord-américain qui a vécu entre 1746 et 1813 et qui est considéré comme le père de la psychiatrie américaine, qui forge le concept d'addiction en 1795 et qui propose de traiter l'alcoolisme comme une pathologie et le buveur comme un malade, et non plus comme un être faible qui manquerait simplement de volonté. Depuis 1859, on a aussi l'invention du mot alcoolisme par le médecin suédois Magnus Huss, que vous avez également ici. Et c'est donc à partir de ce moment-là que le breuvage est mis en cause plus que le consommateur. Consommateur qui aurait une prédisposition génétique, voire atavique à l'ivresse. Didier Nourisson, il identifie le tournant du rapport à l'alcool pour la France à la Commune de 1871. Donc 4000 condamnés furent envoyés purger leur peine en Nouvelle-Calédonie. Je cite Didier Nourisson, la Commune de Paris en 1871 passe, le mot passe est important, pour un sommet alcoolique et tabagique. Les médecins et les moralistes décrivent la dégénérescence des communards, ils parlent de pétrolomanie alcoolique, de saturnales répétées, de temple colossal de l'ivrognerie. Une étude très intéressante qui a été faite par Mathieu Léonard sur l'ivresse des communards, parue au mois de mars cette année, démontre qu'il s'agit là d'un discours politique et non pas médical, qui s'appuie sur aucune preuve, mais qui était fait pour décrédibiliser à la fois les communards, et puis également qui aboutit, combiné à l'influence américaine, à la création de la Société française de tempérance en 1872.
Elle compte, alors elle a été fondée notamment par Louis Pasteur, elle compte 11 députés parmi ses membres, inspirateur de la loi sur l'ivresse publique, votée l'année suivante, en 1873, dont je vous avais parlé l'année dernière, et dont la particularité, d'ailleurs, cette loi sur l'ivresse publique, sa particularité, c'est de ne pas prendre le mal à la racine. Il s'agit de lutter contre l'ivresse publique, celle qui est manifeste, celle qu'on voit dans les rues, en détournant pudiquement le regard de l'ivrognerie chronique qu'on laisse aux sociétés charitables, de la vente légale, au profit bien trop considérable pour être mis en cause, et du trafic clandestin. L'application de cette loi, elle va aboutir essentiellement à sanctionner les miséreux, les vagabonds, les libérés précaires en Nouvelle-Calédonie, les prostituées et toutes les personnes socialement fragiles. Non pas que l'ivrognerie soit réservée aux exclus, mais leur ivrognerie s'étale bien plus souvent au grand jour. Et c'est le regard finalement bourgeois ou le regard des colons aisés qu'il convient de protéger, ce sont les rues des chefs-lieux ou des capitales qu'il convient de nettoyer. Le législateur, le gendarme et le juge ne remontent pas à la source en punissant simplement les derniers maillons de la longue chaîne de l'alcool, le petit vendeur et le gros consommateur. J'ai presque fini. Qu'en est-il de la littérature scientifique sur le sujet? Un sujet qui est plutôt bien abordé pour l'Amérique du Nord, par exemple, dans l'historiographie anglo-saxonne. Assez peu d'écho, finalement, en ce qui concerne l'histoire, je ne parle pas d'autres domaines, assez peu d'écho, finalement, de recherche en histoire sur l'histoire de l'alcool, une bibliographie assez maigre. Il a fallu que je cherche beaucoup pour arriver à une trentaine de titres, articles et extraits d'ouvrages compris sur l'histoire de l'alcool et 5 seulement sur les espaces coloniaux. Il y a d'ailleurs un article d'un collègue de l'IEP d'Aix-en-Provence qui m'a laissé songeur, qu'il a publié en 2006 et qui s'appelle « Les plaisirs des légionnaires au temps des colonies, l'alcool et les femmes » dans une revue de rang international. Il faut le lire. Pour le reste, en dehors de 2 études chez les Sioux, sur l'alcoolisme chez les Sioux et les Algonquins, les colonies restent hors champ. Les États-Unis et l'Europe sont au centre de quelques rares publications sur le sujet, ou bien sur des périodes ciblées. Vous voyez, il y a un ouvrage sur l'ivresse de la Révolution, ou bien un ouvrage sur l'ivresse du soldat qui concerne l'alcoolisme dans les tranchées, qui sont pour l'un une thèse en tout cas. Donc sur des périodes ciblées, sur un alcool précis, l'absinthe ou le vin, mais pas d'ouvrages en tout cas plus généraux ou très peu, ou assez anciens comme l'ouvrage Histoire et alcool, vous voyez, qui date de 1999, qui est une référence qu'on peut télécharger en ligne gratuitement, mais qui ne concerne que l'espace français. Et finalement, le paysage universitaire français chez les historiens, il ne peut s'enorgueillir que de 2 spécialistes de cette thématique, Mathieu Lecoutre de l'Université de Bourgogne pour l'époque moderne, il y a son livre ici, Le goût de l'ivresse, et Didier Nourisson pour l'époque contemporaine, qui a fait de nombreuses publications et qui a accepté de préfacer le futur ouvrage collectif qui sera issu, je l'espère, de ses travaux. Et pourtant, si les colonies sont un terrain oublié dans ce domaine, que n'a-t-on écrit dans la littérature coloniale, la presse officielle ou satirique sur l'alcoolisme ravageur parmi les populations autochtones et les anciens coloniaux? Pour un Louis-Ferdinand Céline railleur dans Voyage au bout de la nuit, pour une caricature de l'assiette au beurre que je vous présente ici, combien de discours savants qui visent à démontrer que cet alcoolisme est un fléau des autochtones, qu'il confirmerait la nécessité de la poursuite de la mission civilisatrice autoproclamée de la France dans ses colonies acquises au XIXe siècle. C'est un étrange renversement de la réalité historique, puisque l'ivrognerie en tant que problème social émerge dès le XVIe siècle dans les archives françaises et que les alcools forts sont des importations européennes. Étrange d'irréalité aussi, puisque les archives montrent que l'alcoolisme excessif est une pratique courante chez les colons, les marins, les militaires de garnison, qui tentent de noyer l'ennui, la solitude affective ou l'exil. Donc l'histoire de l'alcool aux colonies reste quand même assez largement à écrire, et pourtant les sources ne manquent pas, elles sont là en profusion. Les procédures judiciaires, les journaux, la littérature, les correspondances, l'iconographie, les discours, les objets, les analyses et les témoignages existent à profusion, mais les silences aussi, qui peuvent être parfois révélateurs. Il est donc possible de s'en saisir pour mettre en perspective l'histoire et l'actualité de l'alcool aux colonies. Et donc, eh bien, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle session de travail autour de ces vapeurs coloniales. Là, il s'agit de présenter, donc Louis en a parlé tout à l'heure, un projet collectif qui rassemble à ce jour une douzaine de chercheurs, confirmés ou en formation, autour de l'histoire de l'alcool dans les colonies francophones du Pacifique. L'idée, c'est à la fois de parvenir à écrire ensemble le premier ouvrage sur le sujet, mais également de connecter un thème de recherche à une préoccupation sociale, sanitaire et politique contemporaine majeure. Je tiens donc à remercier tous les collègues qui ont accepté de participer à ce projet, et plus particulièrement aujourd'hui celles et ceux qui vont présenter les résultats de leurs travaux. C'est un champ de recherche très vaste, immense, sensible, et on propose aujourd'hui d'essayer de d'y faire une brèche. Voilà pour l'introduction. Merci.